Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales, la MP2C. Ce cours sera dédié à la coarctation de l'aorte et j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi mon ami, le docteur Jalal Zakaria, qui est expert en cardiologie pédiatrique et qui est aussi expert en cathétérisme interventionnel, cathétérisme diagnostique, cathétérisme interventionnel au CHU de Bordeaux. Il est ami, il est franco-marocain, il est ami du Maroc et il nous aide énormément avec toute son équipe, que ce soit sur le plan théorique, dans le cadre de congrès, mais aussi sur le plan pratique en réalisant des missions avec nous de cathétérisme interventionnel. Zakaria, bonjour et merci beaucoup d'être Bonjour, avec nous. bonjour Saïd, bonjour à tous. Donc je suis Zakaria Jalal, je suis très heureux d'être invité par mon ami le professeur Straibi pour cette session de son académie qui a déjà rencontré beaucoup de succès. Donc moi effectivement je suis plutôt spécialisé en cathétérisme cardiaque et cette présentation sera un petit peu orientée du côté du cathé. Et en complément de ce que je vais vous présenter, on aura une discussion, bien sûr, et des cas cliniques du professeur Straibi avec son immense expérience qui nous parlera de tout un tas d'autres situations que celles que je vais vous présenter. Voilà. Merci Zakaria. Et donc sans trop tarder, je voudrais avant qu'on commence remercier Younes au nom de la société SB Consulting qui essaie de gérer avec nous ce webinaire. On est vraiment désolé pour les gens qui ont comme opérateur Orange parce que donc ça ne dépend pas de notre volonté, c'est dû à cette coupure immense d'électricité au niveau de l'Espagne, du Portugal et du sud de la France. Et donc, beaucoup de personnes sont affectées par cette coupure et on s'en excuse et on vous remercie pour votre compréhension. Voilà, donc, juste ce que je vous demanderai, c'est que, voilà, le programme, Dr Jalal, il va nous parler il va nous présenter un cours théorique avec des présentations de cathétérisme, de cas de cathétérisme, et puis on va enchaîner par la suite avec des cas cliniques pratiques. À toi la parole, cher ami. Merci, merci cher ami. Est-ce que vous voyez bien mon On voit écran? très bien. Super. Alors on va y aller sans plus tarder. Voilà le plan que j'ai choisi pour cette présentation. Bon, un plan assez classique. On parlera, comme je vous l'ai dit, on fera un focus sur les techniques percutanées de cathétérisme interventionnel. D'abord, Kalia, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu du micro si tu peux? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, un petit peu mieux, oui. Alors, donc quelques généralités d'abord pour vous dire que la coarctation aortique, c'est un continuum hein, de la vie fœtale à l'âge adulte. C'est-à-dire que c'est une cardiopathie qui est accessible au diagnostic anténatal, qui fait partie de tout un spectre associé à des obstacles étagés du cœur gauche et qui peut se manifester plus tard dans la période néonatale, dans la période pédiatrique, mais aussi chez l'adulte. On a stenté récemment une patiente chez qui une coarctation avait été diagnostiquée dans le cadre du bilan préopératoire d'un TAVI. Donc vous voyez que ça peut aussi atteindre les personnes âgées. C'est 4 pour 10 000 naissances en France. Comme je vous ai dit, le dépistage anténatal est crucial parce qu'il y a certaines formes néonatales qui peuvent être gravissimes et donc qui doivent être diagnostiquées. Mais je dirais quand ces pathologies sont mineures dans la vie fœtale et dans la période anténatale, elles peuvent franchir cette période et on va surtout diagnostiquer ça dans le cadre d'un bilan d'HTA chez l'adulte ou d'un bilan préopératoire, comme je vous l'ai dit, avant une chirurgie cardiaque ou aortique. Qu'est-ce que c'est que la coarctation de l'aorte? C'est une sténose de l'aorte ischmique. Donc l'isthme aortique, c'est ce que vous avez ici, c'est ce qui est le début de l'aorte thoracique descendante juste après l'artère sous-clavière gauche. La sténose peut être préductale, ductale ou postductale. Le ductus, c'est le ductus arteriosus, donc le canal artériel. Elle peut être préductale comme vous le voyez ici. Vous voyez ma flèche sur l'écran? Oui, oui, tout à fait, on voit très bien. Donc ductal à cet endroit, ou bien post-ductal, donc après l'insertion du canal artériel.
Dans la physiopathologie de la coarctation, il y a deux théories qui sont probablement complémentaires et synergiques, si on peut utiliser ce mot. C'est la théorie du tissu ductal. Donc, à la fermeture du canal artériel, il y a une constriction des cellules ductales au niveau de l'aorte qui peuvent provoquer cette sténose. C'est pour ça que l'un des traitements de la coarctation néonatale, c'est de mettre des prostaglandines pour réouvrir le canal artériel, décontracter ou relaxer, entre guillemets, ce tissu ductal et ainsi lever l'obstacle temporairement jusqu'à ce qu'on puisse intervenir. L'autre théorie, elle est hémodynamique, c'est-à-dire que la fonction crée l'organe, hein, vous le savez. Et donc, pendant la vie fétale, si vous avez une diminution du flux dans la filière gauche, ça peut être dû à une sténose mitrale, une sténose aortique. Vous allez avoir une baisse du flux antégrade à travers l'aorte. Eh bien, cette baisse va se répercuter sur l'isthme aortique. Pourquoi? Parce que les coronaires et les troncs supraortiques vont se servir en priorité du flux, du débit et de l'oxygène. Et donc, le manque de débit eh bien, se traduira par une absence de développement ou un hypodéveloppement de cette zone isthmique qui, entre guillemets, ne sert à rien puisque elle ne mène pas à des collatérales qui vont perfuser des organes nobles. Toujours un petit peu d'anatomie. C'est un petit peu le spectre des coarctations que l'on peut avoir. Vous pouvez avoir une hypoplasie tubulaire de l'arche aortique. Vous voyez ici pas de l'arche aortique, pardon, mais de l'isthme, donc vraiment une sténose un petit peu longue en tube. Parfois, vous avez une véritable atrésie. Je vous montrerai un cas clinique d'atrésie diagnostiqué à l'âge adulte. C'est absolument exceptionnel, mais ça existe. Lorsque vous avez des lésions localisées, elles peuvent être soit en étagère ou en shelf, comme ceci, soit vraiment une sténose en diaphragme ultra localisée, extrêmement courte. Là aussi, je vous montrerai des cas. Voici une forme d'hypoplasie de l'arche aortique, une hypoplasie tubulaire. Vous voyez ici sur une pièce anatomique l'aorte ascendante, le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide gauche, ici l'arche aortique qui est minuscule, hein, vous le voyez, l'artère sous-clavière qui naît à ce niveau-là, et en fait, il y a une coarctation qui se situe ici, qu'on peut voir en échographie, mais si on regarde la pièce anatomique, en fait, ici, c'est le canal artériel qui va venir perfuser l'aorte descendante, l'avant-intégrade s'arrêtant en termes de perfusion probablement à ce niveau-là. Les sténoses plus localisées, vous le voyez ici, un aspect en shelf ou en étagère. Vous avez plusieurs, je dirais, zones de sténose avec une petite tortuosité qui va arriver à cet endroit-là, qui va mener à la coarctation. C'est cet aspect assez typique que je vous ai montré ici. Enfin, la forme de waist, donc une forme en diaphragme. Sténose suspendue, hyper courte, vous voyez ici en échographie. Donc l'aorte ascendante, le TABC, la carotide gauche, l'artère sous-clavière qu'on devine ici et juste en dessous. Un petit diaphragme avec, vous le voyez ici en Doppler couleur, un flux euh, continu, en tout cas un flux diastolique, ce qui signe le diagnostic de coarctation comme on le verra. Le diagnostic clinique, vous connaissez ça très bien. Donc, le spectre varie évidemment lorsqu'on ausculte un nouveau-né ou lorsqu'on ausculte un adulte qui vient pour un bilan d'HTA. Mais voici tous les signes cliniques qui peuvent être associés à la survenue d'une coarctation. Des poux fémoraux diminués ou abolis, ça c'est le point d'appel classique puisque ça fait partie du dépistage néonatal, hein, de s'assurer de la présence des poux fémoraux. On peut aussi, lorsque je dirais qu'on est dans un contexte de bas débit comparé avec les poux huméraux, avec une différentielle ou un délai entre le pouls huméral qui va venir de la zone qui précède, qui est en amont de la sténose, qui sera normale ou un petit peu diminué. On peut avoir un délai, donc un petit décalage entre les poux huméraux et fémoraux, voire une abolition des poux fémoraux. Une sténose ici qui va mener à une accélération du flux, donc des turbulences, donc un souffle, qu'on entend volontiers dans la région interscapulaire. Lorsque vous avez un canal artériel qui va perfuser la aorte descendante, vous allez avoir une différentielle également de saturation, d'accord, entre les zones sus et sous-ductales. Donc, si vous prenez la saturation au bras, donc ici à l'artère humérale, elle va être perfusée par voie antégrade, donc elle sera de 100%. Si ici vous avez un canal artériel qui perfuse l'aorte descendante, eh bien le pouls, enfin la saturation au niveau des membres inférieurs, et ce sera la saturation du canal artériel. Donc, du sang veineux mêlé, donc elle sera plus basse.
Dans la période néonatale, on peut avoir un véritable choc cardiogénique, hein, donc évidemment, il faut y penser devant un tableau d'urgence néonatale type décompensation cardiaque globale qui peut être assez sévère puisqu'elle peut mener au décès de l'enfant. Et puis, dans la mesure du possible, dès qu'on suspecte une coarctation, il faut prendre la tension artérielle aux quatre membres. Donc, vous avez une différentielle en général entre les membres supérieurs et les membres inférieurs lorsque la coarctation se situe ici. Mais si vous avez une sténose, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'arche aortique, on peut avoir une différentielle entre le bras droit, où la tension va être normale ou élevée, et le bras gauche et les membres inférieurs, où la tension sera plus basse. Chez l'adulte, il y a plusieurs tableaux possibles, comme je vous le disais. Vous pouvez avoir le patient de 20 ans qui a été opéré d'une coarctation dans la période anténatale par une technique de Crawford et qui vient pour une HTA d'effort, par exemple. Vous pouvez avoir le patient de 35 ans qui a une HTA sévère et qui a une coarctation native extrêmement serrée. Pourquoi est-ce qu'il a tenu jusqu'à 35 ans? Parce que ces patients ont volontiers une énorme collatéralité qui va venir chanter la coarctation. Donc, c'est des espèces de pontage naturel qui, on le voit ici, hein, pardon, on le voit ici avec ma flèche, vous avez d'énormes collatérales thoraciques qui font que les patients vont tenir tant bien que mal. Ils ont quand même souvent une HTA sévère. Je vous montrerai un cas clinique assez éloquent là-dessus. Et puis, eh bien, ça peut atteindre tous les âges de la vie, comme je vous disais. Bilan avant un TAVI chez patients de plus de 70 ans chez qui on trouve une coarctation, kinking coarctation, on peut en débattre. En tout cas, c'était une sténose serrée qui était responsable d'un retentissement hémodynamique assez important. Chez ces patients, en fonction de l'âge, du contexte clinique et du degré d'urgence, on va pratiquer une imagerie multimodale qui sera évidemment dominée par l'échographie. Professeur Schreiby vous montrera des exemples, je pense, tout à fait significatifs. Mais bon, l'écho, évidemment, c'est le cœur du diagnostic, comme dans la très grande majorité, si ce n'est la totalité des cardiopathies congénitales. Le scanner et l'IRM 4D Flow, bon, donnent des superbes images, comme vous pouvez le voir ici. Néanmoins, la résolution spatiale, et si on veut, je dirais, se servir de l'imagerie comme bilan préopératoire avant un stenting, pour nous, c'est le scanner. Vous voyez ici l'aorte ascendante très dilatée, les troncs supraortiques ici, TABC carotide commune sous clavière gauche, une sténose extrêmement serrée ici, et vous voyez tout le réseau de collatéral énorme qui viennent chez ce patient adulte, dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Le TT va d'abord servir à faire le diagnostic anatomique. Donc, on va bien regarder l'isthme et l'arche aortique au niveau anatomique, mesurer les diamètres et les comparer à l'aorte ascendante, voir une éventuelle sténose et tirer un Doppler sur cette sténose aortique. Et vous avez ici le flux caractéristique qui est systolique ici, avec une accélération significative qui signe la sténose, mais également un flux diastolique, un prolongement diastolique comme on l'appelle, l'obstacle étant tellement serré que pour faire le débit, il faut aussi un flux en diastole. Donc ça, c'est pathognomonique de la coarctation. Le canal artériel, son sens, le sens du shunt doivent être bien analysés pour comprendre la physiopathologie et apprécier le retentissement de cette coarctation. Le flux dans l'aorte abdominale sera diminué, amorti, voire démodulé, c'est-à-dire non systolique, ou en tout cas non synchronisé au systole du cœur. Évidemment, on va apprécier le retentissement sur le ventricule gauche. Une dilatation du ventricule gauche peut être présente en période néonatale. Ça signe un ventricule qui a un petit peu du mal à s'adapter et chez qui le retentissement est déjà présent. Et c'est quelque chose qui est tout à fait euh, délétère, hein, pour je dirais le retentissement de cette coarctation. Une HVG est quasi toujours présente chez l'adulte qui est modérément hypertendu. La fonction VG doit être évidemment correctement appréciée, notamment chez le nouveau-né qui peut être en défaillance. Évidemment, quand vous avez une coarctation, comme je vous l'ai dit, la coarctation, c'est le dernier, je dirais, dans le sens du flux de la filière gauche, ça peut être la dernière victime d'une cardiopathie gauche, mais elle peut ne pas être isolée. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, avant de se jeter et opérer une coarctation, s'assurer que la mitrale va bien, que l'aorte va bien, qu'il n'y ait pas de veine cave supérieure gauche, ni d'anomalie des veines pulmonaires. Donc ça fait partie de l'analyse
segmentaire systématique qui doit être faite. Alors, comme je vous le disais, si on regarde les recommandations, IRM et scanner plutôt indiqué chez les adultes, ça sont les recommandations américaines des cardiopathies, des Gooch, des cardiopathies congénitales de l'adulte. Tension aux 4 membres, évidemment à faire. Une MAPA, donc une mesure ambulatoire de la pression artérielle, est assez utile. C'est des recommandations de classe 2A, mais on y a volontiers recours. Ce que l'on ne fait pas dans notre centre, mais qui peut être discuté, c'est de chercher des anévrismes intracrâniens qui peuvent être associés dans cette cardiopathie. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire en cas de diagnostic positif, mais ça apparaît dans leurs recommandations. Donc je voulais vous en parler. Bon, l'épreuve d'effort, on le fait quand même régulièrement pour apprécier n'importe quelle cardiopathie, notamment la présence d'une HTA à l'effort. Les indications thérapeutiques, ça c'est l'arbre décisionnel des recommandations de l'ESC. C'est assez simple. Il faut répondre à 3 questions. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle? Oui ou non? Si oui, est-ce qu'il y a un gradient tensionnel supérieur à 20 mm de mercure de pic systolique? Si oui, intervention de classe 1, donc là on ne réfléchit pas. S'il n'y a pas d'hypertension mais un gradient significatif, on peut proposer une intervention. Nous, c'est ce qu'on fait de manière quasi systématique dans notre centre. Ne pas attendre qu'il y ait une hypertension, notamment si le patient est jeune, c'est quand même important, puisqu'en termes de pronostic, lorsqu'on est hypertendu à 20 ans, on peut s'imaginer que les organes les cardiaques, cérébraux, rénaux notamment, seront impactés tôt ou tard, donc autant ne pas attendre. La troisième question, c'est d'analyser la zone ischmique et si elle présente une sténose supérieure à 50%, eh bien là aussi on peut proposer une intervention avec une classe 2A. Donc c'est des recommandations qui sont assez simples en fait dans le management des interventions chez ces patients. Pour ce qui est du traitement de l'hypertension artérielle, c'est très simple, il faut les traiter comme un patient qui n'a pas de coarctation, donc suivre les recommandations et mettre en place les classes thérapeutiques comme chez tout un chacun. KT versus chirurgie, ça c'est la question à 10 000 $ qu'on pose dans toutes les cardiopathies. De plus en plus, la réponse va vers le KT. Pour les CIA, ça fait longtemps. Pour les canaux, ça fait longtemps. Pour les coarctations, ça fait assez longtemps. Ce papier date de 2011 et il a comparé de manière randomisée un KT versus chirurgie. Je passe assez vite, mais la survenue de complications, la durée d'hospitalisation sont plus courts dans le groupe KT. Et donc, dans les recommandations de l'ESC, et vous le voyez ici, préférence pour un traitement par cathéter, et notamment le stenting lorsque cela est faisable techniquement. Notamment le stenting et pas une dilatation simple, parce qu'une dilatation d'une aorte native, une dilatation ballonnée sans stenting, comme pour les coronaires, ça crée des dissections. Donc, il ne faut pas faire une dilatation seule, sauf chez un nouveau-né en défaillance qui est en train de mourir et qu'on ne peut pas emmener à la chirurgie. Là, on va le dilater. Sinon, il faut dilater et mettre un stent. Chez un enfant qui a été opéré d'une coarctation, qui a une recoarctation, on peut dilater ou ballonner la zone opérée pour éviter de mettre un stent chez un petit gabarit, puisque les stents ne grandissent pas, vous le savez. Donc on peut avoir on peut avoir à pratiquer des dilatations, mais c'est uniquement en cas de recoarctation. Donc coarctation native, chirurgie chez l'enfant, stenting chez le grand enfant, disons à partir de 30 kg. Euh, Recoarctation, dilatation seule chez l'enfant, stenting chez l'adulte et coarctation néonatale en défaillance et en sauvetage, on peut pratiquer une dilatation au ballon seul. Je vais passer aux techniques percutanées. Donc les principes généraux, les coarctations maintenant à stenter chez l'adulte, ça va assez vite. Euh, c'est une trentaine de minutes peau à peau. On fait un abord fémoral artériel, parfois veineux pour faire un pacing durant le déploiement du stent afin de diminuer le débit aortique, un petit peu comme les dilates de Hera. C'est quelque chose qu'on ne fait plus dans notre centre. On fait ça sous héparine, angiographie et pression étagée. Je vais vous détailler ça durant les cas cliniques. On va mettre un guide dans l'aorte ascendante, monter une gaine et puis à travers cette gaine, directement mettre en place un stent. On ne fait pas de dilatation puis stenting, c'est direct stenting avec un diamètre de stent qu'on va choisir identique à l'aorte, au diamètre de l'aorte juste au-dessus de la sténose.
On peut avoir recours à une post-dilatation une fois que le stent est mis en place, puisque là, on n'a plus de risque de dissection. On a des stents nus, donc des stents type coronaire. En l'occurrence, ce sont des stents vasculaires, parfois biliaires. Il y a un ou deux stents qui sont dédiés bon, en tout cas qui ont l'AMM pour la dilatation, pour le stenting des coarctations. Euh, donc on fait comme souvent en congénital, on prend ce qu'il y a, même si c'est pas toujours dédié à la technique. En tout cas, ce sont des stents qui peuvent atteindre des diamètres importants et qui vont être plus ou moins couverts d'une membrane. Donc ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous avez une coarctation très serrée, il y a quand même un risque d'effraction lors du stenting. Et donc, si vous avez une expansion de plus de 100% du diamètre du vaisseau, par exemple, vous avez une coarctation dont le diamètre fait 7 mm et une aorte chez un adulte qui fait 18, là, vous avez plus de 100% d'expansion. Donc, il faut mettre un stent couvert pour colmater d'emblée une éventuelle effraction qui aurait lieu lors de l'inflation. Les aortes tortueuses, les aortes génétiques, les aortes post-radiques sont très fragiles également et nécessitent volontiers la mise en place d'un stent couvert. Et puis on met un stent couvert s'il faut exclure des anévrismes ou des pseudo-anévrismes, évidemment. Euh, Malgré la mise en place du stenting, on peut avoir des coarctations résiduelles. On avait fait ce travail il y a quelques années, notamment mon collègue et ami et l'ami du professeur Schreiby également, Xavier Riard, qui avait publié ce papier en 2019, qui montrait que en fonction de l'anatomie de l'arche aortique, malgré un excellent résultat du stenting, on peut avoir une HTA résiduelle, notamment dans les aortes gothiques, donc c'est ce type d'arche aortique. Ok. Même si vous traitez une coarctation ischmique, ici, il y a des anomalies de la rhéologie qui font que, il y a toujours une accélération, donc toujours un gradient de pression, donc toujours une HTA au membre supérieur et au niveau du cerveau et une post-charge élevée au niveau du ventricule gauche. Donc c'est quelque chose qui est à savoir et à anticiper et qui peut parfois faire orienter l'intervention vers une chirurgie, même si la chirurgie d'une coarctation d'un adulte dont le thorax est bourré de collatéral, c'est quelque chose qui n'est pas dénué de risque. Donc c'est quelque chose qui est toujours discuté en staff chez nous. Si vous n'avez pas de questions et si le boss me le permet, je vais enchaîner sur les cas cliniques. On fait ça, Saïd, ça te va? Oui, oui, on va enchaîner. Et puis, j'invite les gens à poser des questions sur le chat si vous en avez. Ok. Donc, je vous présente le cas d'un patient de 30 ans, HTA de découverte fortuite. En ETT, il a eu une bonne évaluation avec une coupe suprasternale qui a montré une coarctation qu'on a confirmée en IRM. Et donc, on le met au cathé pour un stenting. Vous voyez ici une forme assez typique de diaphragme. Ici, vous avez une vue, je dirais, de face de l'arche aortique. Donc, on voit la sténose ici qui commence un petit peu au-dessus, mais qui est très serrée à l'endroit du diaphragme. Ici, on le voit très bien. C'est vraiment comme un coup d'ongle dans l'aorte. On a un gradient tensionnel au cathé sous anesthésie générale qui est de 50, hein, de 48 mm de mercure entre l'aorte ascendante et l'aorte sous-isthmique. Donc, vous voyez un gros gradient chez ce patient jeune. Donc, la lésion étant très serrée, on met en place un stent couvert, hein, donc de ce type ici. On va positionner le stent comme c'est le cas. C'est un patient qu'on avait fait il y a quelques années. À l'époque, on faisait un pacing. Donc, vous voyez là l'image, le patient n'est pas en TV, il est simplement simulé de sorte à stabiliser le stent pendant l'inflation. Donc là, on va inflater le stent, le déployer, on va le post-dilater pour bien finir de le plaquer. Et vous avez ici le résultat définitif, donc avec un gradient résiduel de 4 mm de mercure et au niveau angiographique, une très belle reconstruction de l'isthme aortique. Donc c'est un cas relativement simple et classique qui se fait aujourd'hui en routine. Beaucoup moins classique et franchement même exceptionnel, c'est ce patient qui a 35 ans, qui a une HTA résistante sous quadrithérapie avec un aspect d'interruption de l'arche au niveau isthmique. Alors nous, on n'y croyait pas beaucoup, mais quand on a mis le cathéter par voie fémorale, on est arrivé sur un cul-de-sac que vous voyez ici. Et donc on a dû mettre en place un abord radial pour arriver
par le TABC, l'artère sous-clavière, et on voit ici qu'il y a une authentique interruption de l'arche aortique, avec un patient qui a vécu jusque-là grâce à des collatérales énormes que vous voyez ici, qui sont vraiment, qui font la taille de la sous-clavière, hein, qui ont permis une perfusion des membres inférieurs. Tout de même un gradient très élevé euh, à 37 mm de mercure sous AG. Donc là, c'est une procédure extrêmement beaucoup plus complexe que celle que l'on avait fait, que je vous ai montré auparavant. Là, on ne peut pas mettre un stent directement, il faut reconnecter euh, le vaisseau, euh, les vaisseaux, les deux voies de circulation. D'accord? Donc pour faire ça, eh bien, on a fait une ponction par radiofréquence, une perforation aortique par radiofréquence. Donc on se met au niveau de l'aorte thoracique descendante avec un lasso qui arrive par le haut, qui va nous servir de cible. Et on va venir, vous allez le voir, perforer ici. Regardez bien, paf, voilà, on est passé. Ici, on va le revoir également. Voilà, là, on est passé de l'aorte ascendante à l'aorte descendante. Bon, là, c'est que le début de l'histoire. Une fois qu'on est passé, on va récupérer le guide de radiofréquence avec le lasso pour créer un circuit qui va de l'artère radiale jusqu'à l'artère fémorale et qui connecte les deux circulations. On va procéder à une dilatation par ballonnet coronaire de la zone atrétique qui va nous permettre de passer, de franchir l'obstacle avec un cathéter. Et puis sur ce cathéter, on va pouvoir mettre un guide rigide et monter une gaine jusqu'au niveau de l'aorte ascendante en passant par le bas. Donc là, désormais, on a connecté les deux circulations. Il y a un trou hein, qui est bouché par la gaine actuellement. Et donc, on va reconnecter directement les deux circulations par la mise en place d'un stent qu'on va passer dans cette gaine. Voilà, vous voyez, quand on injecte en dessous, ça passe pas, hein, c'est absolument bouché. On va dilater notre stent, le déployer comme ceci. On va faire une post-dilatation et je vous montre le résultat final avec un gradient résiduel de 1 mm de mercure. Voilà, on a reconnecté une aorte qui va du cœur jusqu'à l'artère pédieuse sans atrésie ou collatérale. C'est un patient qui a bien évolué, qui garde une HTA, mais et chez qui on a désormais un seul traitement antihypertenseur euh, qui, au lieu de quatre, comme c'était le cas au départ. Dernier cas, je crois que c'est mon dernier cas, c'est une patiente de 26 ans qui avait un antécédent de tétralogie de Fallot réparé et chez qui on a découvert une HTA gravidique. Alors, chose assez bizarre, son HTA est au membre supérieur gauche, d'accord, où elle a 148,62 contre 107,71 au membre supérieur droit et environ 90,96 au niveau des membres inférieurs. Ah, mince, la vidéo ne marche pas. Et donc voilà son aspect en imagerie de coupe. On a un aspect tout à fait atypique. Alors d'abord, elle a une crosse aortique gauche qui explique son HTA au membre supérieur gauche. Crosse aortique gauche, c'est-à-dire crosse droite, pardon. C'est-à-dire que elle a une crosse qui se fait vers la droite. Donc la crosse va donner le TABC qui est à gauche, l'artère carotide droite et ensuite une sous-clavière droite qui est ici rétro-œsophagienne et qui naît au niveau de l'isthme aortique. Donc c'est un cas franchement complexe qu'on avait publié parce que, a priori, c'était en tout cas, à l'époque où on l'avait publié, c'était exceptionnel comme type de malformation. Donc c'est une malformation pseudo-anévrismale avec une sténose. C'est une patiente qui avait une HTA et un gradient tensionnel, mais une bonne tolérance clinique et échographique. Évidemment, on a attendu la fin de la grossesse qui s'est bien déroulée. Puis on l'a cathétérisée en postpartum. Vous voyez ici, quand on injecte l'aorte, à quel point la lésion est extrêmement particulière. Donc, on a mis un stent couvert, voilà, qui a permis de normaliser les choses. Elle a 4 ans de suivi, pas d'HTA résiduel. On a pu sevrer le traitement bêta-bloquant et antihypertenseur. Et elle n'a pas de recoartation. Juste un petit mot sur les complications tardives après traitement.
Alors, on peut avoir une recoarctation, que ce soit après une chirurgie ou après un traitement par stent. On peut avoir des fractures de stent ou une neurosténose, je dirais, pas comme dans l'athérome, pas comme une sténose intrastent type prolifération athéromateuse, mais on peut avoir des sténoses, entre guillemets, fonctionnelles chez des enfants qui vont grandir et dont le diamètre du stent ne suffit pas pour leur gabarit définitif. Eh bien, ces patients-là, on va volontiers les redilater au ballonnet. On peut avoir des HTA résiduels malgré un bon résultat du stenting, comme je vous l'ai dit. Évidemment, toutes les complications liées à la bicuspidie aortique qui est fréquemment associée à la présence d'une coarctation. Endocardite infectieuse sur coarctation, personnellement, je n'en ai jamais vu, mais c'est évidemment décrit. Et puis, les complications qu'on va malheureusement voir apparaître avec le vieillissement de la population des congénitaux, c'est les complications liées à l'HTA et donc une athérosclérose prématurée et autres AVC. Donc en conclusion, comme je vous l'ai dit, plusieurs tableaux cliniques, vraiment la coarctation, une pathologie avec des variations et une présentation protéiforme par excellence. L'imagerie multimodale est extrêmement importante pour nous, pour la planification, la validation d'une indication de traitement percutané, la planification du geste et le suivi post-opératoire. Comme je vous disais, gradient tensionnel supérieur à 20 mm de mercure, sténose supérieure à 50%, fait partie des choses à observer. Le stenting, c'est la technique de choix, pas de dilatation au ballon seul. Stent nu, potentiellement risque de complications vasculaires. Les mauvais répondeurs sont les patients avec une arche qui va être gothique, mais la plupart du temps, on a quand même d'excellents résultats. Et puis, les nouveaux dispositifs, notamment les stents biorésorbables, qu'on attend depuis quand même plusieurs années, mais qui vont finir par arriver, nous permettront de proposer d'autres solutions à ces patients, je l'espère. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions, bien entendu. Merci beaucoup, docteur Jalal, pour cette très très belle présentation, très animée, très riche en iconographie et impressionnante aussi par le cas que tu as montré de l'adulte qui a l'interruption de l'arc aortique. Et alors justement, je voulais rebondir sur ce cas en attendant qu'il y ait peut-être des questions. Donc j'imagine que vous avez dû faire une imagerie de coupe avant de se lancer dans le cathétérisme. Oui, tout à fait. Et on avait un petit doute sur l'imagerie de coupe. Comme je te le disais, on ne croyait pas qu'il y avait une atrésie. On voyait, du fait de la résolution spatiale qui n'est pas, je dirais, qui est pas excellente, on voyait comme un petit pertuis. Donc on s'est dit, on va arriver par le bas, on va passer un guide et on va reconnecter et ça va aller. Et ça, c'est des cas qu'on a déjà vus pas mal de fois. Mais on est vraiment tombé sur un cul-de-sac, hein, c'est pas qu'une expression. Et donc on a dû changer notre fusil d'épaule et c'est pas du tout la même intervention comme tu l'imagines, ni en risque, ni en durée. Mais bon, c'est vrai que c'est un cas assez édifiant et qu'on montre volontiers. C'est pas notre quotidien, heureusement. Est-ce que tu as une idée sur le devenir des collatérales chez ce monsieur? Elles sont toujours présentes, elles ont beaucoup diminué en taille. Comme je D'accord. disais, ils gardent un certain degré d'HTA, donc le remodelage de ces collatérales, c'est quelque chose qu'on connaît peu je pense qu'on suit peu. Mais elles ne présentent pas de risque particulier à ma connaissance. Ben, écoute, on a eu le droit à un topo magnifique, essentiellement sur le cathétérisme, et c'était l'objectif de ce cours, parce que, comme tu l'as très très bien dit, actuellement, c'est le traitement de choix. Tu es d'accord? Il y a Je suis- quelques cas, si tu peux résumer les quelques cas qui restent, qui sont des indications encore à la chirurgie. Alors, ouais, merci beaucoup, Saïd, c'est une excellente question. Comme je vous le disais, la chirurgie, c'est le traitement des nouveau-nés. En tout cas, euh, on va voir le problème inversé. Chez qui on ne peut pas mettre de stent ou chez qui on va éviter de Ah, mettre un oui, stent. Voilà. absolument. Puisque les stents, comme je vous l'ai dit, ne grandissent pas. Donc, si on met un stent, d'abord, il faut un gros introducteur. Donc, chez un nouveau-né de 2 kilos, c'est impossible, sinon on va lui amputer la jambe. Et ensuite, on va devoir mettre un stent, par exemple, coronaire de 4 mm qui va jamais pouvoir atteindre l'âge adulte, même si on a aujourd'hui des stents redilatables.
Donc, les stentings, on peut commencer à les faire à partir de 20-25 kilos, je dirais. Avant ces chirurgies. Et les autres cas où la chirurgie est indiquée, c'est les patients chez qui le stenting est techniquement pas possible. Si vous avez une coarctation extrêmement serrée au pied, très proche de la carotide, par exemple, et qu'il faut mettre un stent couvert, bon, bah là, il est évident qu'on ne peut pas le faire. Et donc, ce patient va être opéré. Si vous avez une hypoplasie très longue de l'arche, c'est aussi des bons cas pour la chirurgie. Donc, je dirais que ouais, l'essentiel du traitement est devenu percutané. La néonatologie, c'est le domaine des chirurgiens et tous les autres patients chez qui on ne peut pas mettre de stent. Voilà. Absolument. Et si tu as des messages clés concernant le dépistage de ce type de pathologie, en allant du nouveau-né jusqu'à l'adulte, quels sont les messages que tu voudrais passer aux gens qui nous entendent? Alors, si on prend le nouveau-né, il ne faut pas passer à côté d'une coarctation néonatale qui peut, si elle est sous-diagnostiquée, mener à un choc cardiogénique inaugural, d'accord? Donc là, c'est un dépistage préclinique et c'est les poux fémoraux. Il n'y a pas d'autre, il y a pas Absolument. d'autre message, évidemment. L'auscultation peut permettre de trouver un souffle interscapulaire, mais dans ces cas-là, les poux fémoraux, ils sont diminués. C'est impossible d'avoir l'un sans l'autre. En tout cas, d'avoir un souffle avec des poux fémoraux normaux. Donc ça, c'est le message. Chez l'adulte, c'est de ne pas passer à côté d'une coarctation chez un adulte jeune qui est hypertendu. Absolument. Vous l'avez vu, notre patient, il a 35 ans, il a une quadrithérapie. Il était traité depuis l'âge de 18 ans. Donc, il a probablement, potentiellement déjà abîmé ses vaisseaux cérébraux, rénaux. Il avait déjà une HVG. Donc, bien qu'on l'a traité, il a, entre guillemets, hein, on va pas refaire le match, mais il a un petit peu perdu du temps parce que quand on en arrive à 4 traitements antihypertenseurs chez un patient de 30 ans, c'est qu'il y a un diagnostic à faire. Et c'est là où, bah, si on a l'impression de voir en suprasternal, mais qu'on n'a pas une image parfaite, je pense que le scanner et ou l'IRM a toute sa place et il faut peut-être avoir la main lourde sur ces examens pour ne pas méconnaître une lésion qui est plus ou moins facile à traiter et qui peut améliorer le pronostic du patient. Absolument. Et une dernière question. Est-ce que, alors, attends, je vais essayer de te dire des questions dans les questions-réponses. S'il vous plaît, est-ce que l'HTA régresse après correction de la coarctation? Je crois que tu as répondu partiellement. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, dans la grande majorité des cas, oui. Est-ce qu'elle régresse totalement, comme je vous l'ai montré? Ce n'est pas toujours le cas, notamment chez des patients qui ont une arche aortique un petit peu complexe. Donc, on a traité une sténose au niveau de l'isthme aortique, mais chez des patients qui ont une arche gothique, donc une arche avec une forme un petit peu en église gothique, eh bien, il y a des troubles rhéologiques et une anomalie du flux qui vont garder une accélération hémodynamique, donc un gradient tensionnel, donc une HTA. Et c'est des patients qui vont rester plus ou moins traités médicalement. Néanmoins, même chez ces patients-là, je pense qu'on améliore le pronostic parce qu'on diminue les chiffres tensionnels et voilà, vivre pendant 40 ou 50 ans avec 160, c'est pas pareil que vivre avec 135 de pression. Je n'ai pas la certitude, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Merci. Quel est le coût du stenting C'est en une bonne France, par exemple? question. Tu Ouais, as une idée? quelques centaines d'euros, je dirais, enfin quelques centaines d'euros. L'ensemble du matériel, ça doit être 700-800 euros. D'accord. Merci. Alors, notre À, ami, à- à pondérer avec un traitement antihypertenseur pendant plusieurs années, il n'est pas évident que ce soit beaucoup plus cher. Une quadrithérapie à prendre tous les jours pendant un an, à mon avis, ça coûte plus cher. merci beaucoup. Notre ami Fedwal Chehab te pose la question, est-ce que la position de l'artère sous-clavière gauche n'est pas parfois un problème pour un stenting et qu'elle est parfois elle est très proche de la zone de coarctation. Est-ce que ça peut poser des problèmes? C'est une excellente question. C'est, je dirais, l'un des paramètres le plus souvent pris en compte pour la technique que l'on va choisir. Très honnêtement, à moins
d'avoir une sténose extrêmement serrée collée à la sous-clavière, auquel cas, si on met un stent couvert, ben, on va exclure la sous-clavière, donc c'est pas idéal. Euh, Sinon, on a toujours des alternatives, mettre un stent plus court, mettre un stent nu, donc on peut, si le stent est nu, l'artère sous-clavière reste perfusée. Et il y a des cas d'extrême, je dirais, des cas un petit peu extrêmes où on peut quand même mettre un stent couvert, couvrir la sous-clavière, piquer l'artère radiale gauche, arriver par la sous-clavière et réouvrir la maille du stent qui va gêner le flux dans la sous-clavière afin de permettre une normalisation du flux. Ça, c'est lorsque le patient est extrêmement complexe, etc. Mais la plupart du temps, on s'en sort parce qu'on a un matériel qui aujourd'hui permet de faire plein de choses et de s'adapter aux situations. Ouais. Mais c'est un critère clé, vous avez raison. Ouais. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Alors, tu as parlé du gradient pic à pic entre membre supérieur et membre inférieur. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un cathétérisme, une angiographie, enfin un cathétérisme, pour, euh, pour avoir ce critère qui est Alors, décisionnel? Ou est-ce qu'on peut se contenter d'une prise de tension artérielle au membre supérieur et au membre inférieur? ouais, c'est un gradient clinique. C'est une excellente question. Pardon de ne pas avoir insisté dessus. C'est un gradient clinique, ouais, qu'on retrouve toujours en salle de cathé, mais il n'y a pas besoin de faire un cathé au préalable pour poser l'indication. Si vous avez un gradient tensionnel clinique, reproductible, d'effet blouse blanche ou d'autres anomalies, évidemment, ça suffit pour poser l'indication. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut chercher systématiquement les anévrismes cérébraux quand on a une coarctation de l'aorte? Nous, on ne le fait pas. Les recommandations, c'est classe 2A, donc systématiquement, ça peut être considéré. C'est uniquement dans la recommandation américaine, pas européenne. Nous, on ne le fait pas parce que l'association et la prévalence de ces pathologies ou de l'incidence de ces pathologies, elle n'est pas nécessairement suffisamment importante pour que ce dépistage systématique serve. Et l'autre chose, c'est quoi faire de ces anévrismes une fois qu'on les a dépistés. On va aller juste chercher des problèmes potentiels. Donc, c'est pas notre pratique, mais bon, voilà, c'est pas notre pratique. J'ai pas d'expérience plus que ça dans ce domaine, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, mais voilà, nous, on ne le fait pas. Merci beaucoup. Alors, une excellente question. Euh, quel est le rythme de surveillance d'un patient stenté? Et comment? Est-ce qu'on fait juste écho ou est-ce qu'on va s'aider du scanner ou de l'IRM? Ouais, très bonne question. Alors, nous, on les revoit en général à 6 mois, d'accord? Euh, et on fait une imagerie de coupe. On fait une imagerie de coupe. Bilan, évidemment, d'HTA, éventuellement MAPA, hein, si on avait une HTA préalable, si on doit sevrer des traitements ou les modifier. Écho, je dirais, ça c'est prolongement du stéthoscope hein, dans notre discipline. Et on fait une imagerie de coupe. Pourquoi? Parce que parfois, on peut faire des dilatations séquentielles, d'accord? Notamment chez l'adolescent, par exemple, en fonction de la croissance de l'aorte. Et donc, on va faire un scanner précoce. Ensuite, c'est un suivi annuel avec un scanner qui est fait tous les 2 3 ans, qui n'est pas systématique, mais qui est à refaire quand même, parce que, il peut y avoir comme je vous le disais, hein, des complications associées au long cours, au stenting, en tout cas des évolutions péjoratives qui sont à dépister. Ouais. Il ne faut pas oublier la clinique, bien sûr, hein. Il faut examiner correctement les patients, prendre les pouls au membre supérieur, au membre inférieur, la tension artérielle, ça c'est important. Alors, un ami qui pose la question, coarctation de l'aorte, parfois lorsqu'elle est congénitale ou acquise. Alors, je vois où est-ce qu'il veut en venir. Alors, ça nous est arrivé très rarement, exceptionnellement, de voir des adultes avec des sortes de coarctation de l'aorte qui sont que de radis. C'est des maladies inflammatoires qui peuvent intéresser le médiastin. Et c'est vrai que ça peut on peut se poser la question, est-ce que c'est congénital ou acquis? Est-ce que tu en as déjà vu, docteur Jalal? Ouais, alors des sténoses complexes, tubulaires, très longues, on en voit dans les aortes génétiques, style syndrome de Williams-Seberen par exemple. Là, c'est pas accessible au stenting, c'est même pas une sténose, c'est une hypoplasie de toute l'aorte.
ou alors plein de sténoses étagées qui nécessiteraient de mettre des stents partout. Bon, ça, malheureusement, on en voit. C'est congénital, oui, parce que c'est génétique. Les autres types de sténoses que j'ai vus, c'est post-chirurgical. Euh, ça arrive lorsqu'il y a des conflits avec l'aorte. Sinon, c'est post-radique, notamment la radiothérapie du médiastin dans des hémopathies très très complexes comme aortes parce qu'elles sont hyper fragiles. C'est comme des aortes porcelaine. Elles Oui. sont extrêmement calcifiées, poreuses et fragiles, donc c'est des cas très complexes. Mm. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers qui prédisposent à la recoarctation? Alors, on sait que le dogme qui est connu, c'est que quand on opère très très tôt, il y a un risque de recoarctation, il y a moins de risque d'hypertension artérielle à l'âge de l'adolescent et de l'âge adulte. Et l'inverse, quand on opère, quand on stente un petit peu tardivement, il y a un risque d'HTA résiduel, il y a moins de risque de recoarctation. Qu'est-ce que tu en penses? Je bois tes paroles, Saïd. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a pas, il y a des papiers, il y a toujours des nouveaux critères, etc. Mais si on, quand on fait des revues ou des méta-analyses, c'est ça qui ressort, hein. D'accord? Donc, c'est évidemment l'anatomie de l'arche aortique, elle est importante parce que en fonction de la sévérité, la technique opératoire utilisée va être plus ou moins complexe. Mais néanmoins, plus on opère tôt, plus on a un risque de coarctation. Ouais. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Alors, notre ami Tarek Kandossi te dit, très belle présentation, bien illustrée. J'ai une fille de 8 ans, 20 kilos, opérée pour une hypoplasie de l'aorte, avec coarctation de l'aorte, avec un, alors avec un, avec un mauvais résultat, je crois. Elle garde un gradient résiduel, gradient max à 30, avec un prolongement diastolique. Est-ce qu'on peut proposer un traitement percutané? 8 ans, 20 kilos. Ah oui, oui, on peut proposer un traitement percutané. Il faut voir l'imagerie de coupe, évidemment, comme toujours. Ouais. 20 kilos, on est vraiment à la fourchette inférieure pour mettre en place un stent dont la taille sera définitive, mais on peut mettre des stents sous-dilatés, par exemple à 12 millimètres, pour traiter la recoarctation et venir redilater ce stent dans 3 4 ans lorsqu'elle aura un gabarit plus proche de l'adulte. Ça pose pas de souci, ouais. Ouais. En tout cas, il ne faut pas la laisser avec ce gradient, ça c'est sûr. Encore une question, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'une coarctation, je crois que tu en as répondu un petit peu partiellement tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'une coarctation de l'aorte peut être bien tolérée au long cours, peut rester bien tolérée? C'est son degré de sténose, donc le gradient qui va être posé. C'est sa vitesse de constitution qui fait que le VG a le temps de s'adapter. Si vous avez un VG adapté, il n'y aura pas de choc cardiogénique néonatal et puis l'enfant va vivre, va bien grandir. Et puis aussi et surtout, il y a les collatérales. Et ça, c'est pareil, ça va avec la vitesse de constitution de la sténose et son degré de sténose initiale. Donc, le fait que ce soit progressif va amener au développement de collatéral et, in fine, à une tolérance qui sera tout à fait possible, y compris, vous l'avez vu, quand on a une interruption de l'arche aortique, on peut vivre si on a des collatérales. Ouais. Mais Alors, est-ce le patient que... n'était pas né Pardon? avec une interruption. Je dis le patient que je vous ai montré, il n'était pas né avec une interruption de l'arche aortique, sinon il serait décédé. Donc c'est quelque chose qui a dû se constituer avec le temps, une sténose qui a fini par devenir atrétique, mais les choses se sont faites progressivement, ce qui fait qu'il a pu se trouver des Merci collatérales. beaucoup. Alors, notre ami Al-Baqali, il te dit, quand tu mets un stent, euh, pour combien est-ce que tu mets des antiagrégants? Est-ce que tu mets une simple antiagrégation, une double antiagrégation, pour combien de temps pour combien de temps? Mm. Ouais, merci. Très bonne question. J'en ai pas parlé, désolé. Alors, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de littérature là-dessus. Donc, aucune recommandation. Comme souvent, on fait de manière un peu empirique, on met un stent, on met des anti-agrégants. Nous, on en met pour 3 mois. Très honnêtement, il n'y a aucun fondement parce que des thrombus sur un stent aortique, vu qu'il est traversé par le débit entier, enfin le débit entier, et quasiment tout le débit systémique, un thrombus qui se forme là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, on en met pour 3 mois, voilà, comme ça.
Et en revanche, en paire procédure, il faut bien anticoaguler parce qu'on a quand même un guide dans l'aorte ascendante, devant les coronaires, devant les carotides. Donc là, pas droit à l'erreur, je dirais. Le moindre caillot peut être fatal, mais une fois le stent déployé, il y a quasiment zéro risque. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de littérature là-dessus. Est-ce que ça t'est arrivé de traiter en même temps une coarctation de l'aorte et un canal artériel? Bon, tu nous as montré tout à l'heure, parmi les mécanismes, il y a essentiellement la fermeture du canal qui va prendre avec elle donc, ce tissu ductal qui est à proximité de l'isthme de l'aorte et qui va favoriser la coarctation de l'aorte. Est-ce que ça t'est arrivé de traiter ça? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Il y a des fermetures de canal qui peuvent entraîner des coarctations lorsque la prothèse de canal déborde dans l'aorte. Absolument. Là, malheureusement, c'est de la faute de la prothèse. Donc, voilà. Mais traiter une coarctation et fermer le canal en même temps, non, j'ai pas souvenir. En général, lorsque le canal artériel est ouvert, il y a pas vraiment de coarctation importante au point 2, sauf des cas pédiatriques qui sont sous prostaglandine, auquel cas ces patients-là sont chirurgicaux. On ne met pas de stent. Absolument. Notre ami Hassan Sajid te pose la question, quelle est ton expérience concernant les coarctations que tu as dilatées à la période néonatale qui était en situation catastrophique? Euh, Quel résultat? Le résultat immédiat était bon sur le plan hémodynamique. On a des patients qui ont pu être opérés dans de bonnes conditions. J'ai souvenir malheureusement d'un ou deux patients chez qui on est arrivé un petit peu après la bataille. Parce que ce soit la fonction rénale ou l'ensemble des autres paramètres qui ont pu être altérés par l'hypoperfusion. Bon, même si on dilate la coarctation, le mal était fait dans ces cas-là. Mais globalement, le résultat euh, technique et hémodynamique est bon. Après, je le répète, on le fait en sauvetage. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation qui est extrêmement précaire. Et bon, là, les résultats, ils ne peuvent pas être parfaits, hein. Donc, ça dépend de beaucoup de paramètres. En tout cas, on a des résultats immédiats qui sont plutôt bons. Ouais. Mm. Alors, une question qui a le mérite d'être posée. Comment tu fais pour passer par vos fémorales quand on n'a pas de pouls On- on- alors, nous, on pique sous écho. sous écho? Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours une mini pulsatilité. Sinon, on voit les deux vaisseaux. Et puis, celui qui est externe, c'est l'artère. Et donc, on le vise et en général, on tombe juste. Alors, tu es d'accord qu'il faut suivre ces patients-là à vie? Oui, bien Parce sûr. que, comme tu l'as très très bien dit tout à l'heure, il y a le risque de recoarctation, il y a le risque de complications locales, il y a le risque d'athérosclérose prématurée, de complications cardiovasculaires qui sont un peu plus importantes que chez le patient qui n'a pas eu de coarctation. Donc, on est tout à fait d'accord qu'il va falloir suivre Ah ces oui, patients-là à vie. Tout à fait. obligatoire. Ouais. Merci beaucoup, docteur Jalal, pour cette très très belle présentation et Pas pour l'invitation et pour vos questions qui étaient hyper intéressantes. ouais, Voilà. mais tu vas rester avec nous Bien sûr, euh, bien sûr. parce que c'est pas encore fini. Et donc, on va enchaîner. Si tu peux départager ta Oui, présentation, s'il pardon. te plaît. Et puis, on va enchaîner avec quelques cas cliniques, euh, toujours bien sûr sur le thème de la coarctation de l'aorte. Alors, ici, un nouveau-né de 15 jours qui présente une gêne respiratoire, un tirage sous-costal avec des peaux qui sont absents au niveau des membres inférieurs. J'insiste beaucoup, hein. Si on vous appelle pour aller examiner un bébé en néonatologie, il faut examiner les peaux fémoraux, les peaux au niveau pédieux, c'est très très important. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire un maximum de diagnostics à la naissance. Et comme a dit Dr Jalal tout à l'heure, c'est des patients qui peuvent basculer vers le choc cardiogénique rapidement et parfois ça peut être la catastrophe. Donc voilà son échographie, on voit que son ventricule gauche est hypertrophié, il ne fonctionne pas très très bien. Encore une fois, en cas de cavité, vous voyez que son ventricule gauche, il dysfonctionne.
La fraction d'éjection du ventricule gauche, elle est à 33%. Et regardez, on est en suprasternal. Ça, c'est le départ de la sous-clavière, la carotide gauche. Et vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui obstrue l'isthme de l'aorte. Et quand on met la couleur, vous voyez qu'il y a vraiment un tout petit pertuis qui laisse passer le sang. C'est une coarctation qui est hyper serrée au niveau de l'isthme de l'aorte. Et vous voyez que le gradient de pression, il est à 100 millimètres de mercure avec une prolongation en diastole, d'accord, chez cet enfant qui a une dysfonction biventriculaire et systolique et diastolique. Et c'est un nouveau-né qui est en forte hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez ça à travers l'IT. On a des pressions pulmonaires qui avoisinent les 70 millimètres de mercure avec un shunt gauche-droit à travers un petit foramen ovale perméable. Donc, en résumé, c'est un nouveau-né de 15 jours qui présente une coarctation hyper serrée de l'aorte et qui est mal tolérée, avec une dysfonction VG et une dysfonction VD, de l'hypertension pulmonaire sévère et avec un discret penchement péricardique. Alors bien sûr, c'est un enfant qu'on a mis sous prostaglandine et la grande question qu'on peut se poser à cet âge-là, est-ce qu'il faut opérer cet enfant ou est-ce qu'il faut procéder à un cathétérisme interventionnel? Je pense que Dr Jalal a répondu à cette question en long et en large. Quoi qu'il y a, je ne sais pas si tu es d'accord, il y a beaucoup d'écrits actuellement et beaucoup de publications sur le cathétérisme interventionnel à la naissance. Et, euh, et les résultats sont très encourageants plutôt que d'aller vers la chirurgie, mais c'est vrai que ça reste l'une des indications de la chirurgie encore. Est-ce que tu es d'accord pour mettre des prostaglandines, docteur Jalal, et opérer cet enfant? Ou est-ce que, Ouais. en tant que cathétériseur, est-ce que tu auras la main facile pour le dilater? On ne va pas parler de stent ici, mais pour le dilater. Ouais, merci Saïd pour ce super cas. Prostaglandine, oui, évidemment. Là, on parle de stabiliser l'enfant avec un traitement reconnu relativement simple. Le cathé, aujourd'hui, c'est je pense, hein, une arme thérapeutique qui doit pas faire oublier de toujours peser les décisions. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont chirurgicaux, point. Voilà. Et ça, chez nous, c'est chirurgical. Voilà. Donc, on Merci a beaucoup. trop de zones d'ombre pour se jeter là-dessus et commencer à dilater ou mettre en place des stents. C'est pas possible. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et ta présentation. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, sur mon, sur mon écran, je vois pas non, j'arrive pas à voir les questions. Est-ce que tu peux voir, s'il te plaît, s'il y a dans la rubrique questions-réponses ou dans la rubrique chat, est-ce qu'il y a des questions donc, auxquelles on peut répondre? Donc, je crois qu'on est d'accord pour ce cas de figure. Alors, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut palper les poux. Si on n'avait pas palpé les poux, peut-être qu'on serait passé à côté. Et deuxièmement, c'est dans ces cas précis de nouveau-né, c'est prostaglandine pour réouvrir le canal artériel, pour mieux perfuser le corps, et puis par la suite, faire une chirurgie dans de bonnes conditions. Alors, ce bébé, il a été opéré. Et il va très bien jusqu'à présent. Je crois qu'il est âgé maintenant de 3 ans ou 4 ans. Il y avait une question, Saïd. Oui. Tu m'entends? Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas lui mettre un coup de ballon pour qu'il soit mieux pour la chirurgie? Évidemment, c'est toute la question. Moi, je ne pense pas nécessairement avoir tout à fait raison sur ce coup. Nous, dans notre centre, c'est prostaglandine, stabilisation, réanimation vraiment euh, de l'enfant, hein. Donc, c'est traiter toutes les défaillances, l'équilibrer au maximum. Et nous, on a mis au caté les enfants qui étaient en train de mourir, en fait, qui sont arrivés dans notre centre, euh, pré-mortem, entre guillemets. Euh, mais sinon, on va essayer vraiment de les réanimer. Donc, mettre les prostaglandines et les réanimer au niveau médical, hein. Donc, voilà.
Ok. Il y a des centres où ils les poussent au caté direct. On n'a pas d'études suffisamment robustes pour savoir qui a raison. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors, Alors, j'ai une deuxième cas, question. pardon. Il y a d'autres questions? Pardon. Les prostaglandines auront quand même un effet s'il s'agit d'une sténose postductale. Tu veux répondre? Alors, est-ce que c'est vrai qu'on aura moins de bons résultats, mais ouais, je pense Oui, que il faut les mettre quand même, hein. il faut un, pardon. Oui, il faut les mettre quand même parce que la constriction du ductus chez un nouveau-né, on est au millimètre, hein. Donc la réouverture, si ça laisse passer 5 millilitres de plus à chaque systole, ça peut sauver l'enfant. En attendant, évidemment, de traiter le problème. Mais il faut les mettre systématiquement. Au pire, ça ne marche pas. Absolument. Donc, il y a d'autres questions, non? SVP, posologie des prostaglandines. Ah, ça, on en a parlé la dernière. J'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Mais je peux vous trouver ça. C'est les néonatologistes qui prescrivent de la prostine. Nous, on pose l'indication et c'est les néonatologistes. On en a discuté la dernière fois quand on a parlé du canal Il y a des artériel. gens qui ont l'habitude d'en prescrire sur le chat. Vous pouvez Et évidemment il y a prêter main ça sur forte. Internet, absolument. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on va passer à ce cas clinique, un adulte de 37 ans qu'on vient de voir il y a 3 semaines de cela. Et il avait un souffle systolique et un souffle diastolique. On a pris la pression artérielle au membre supérieur, on avait trouvé 150, et au membre inférieur, 135, 136, et des poufs hémoraux qui étaient perçus. Donc, on a bien sûr fait l'échographie. Vous voyez ici qu'il y a une membrane sous la valve aortique, le ventricule gauche qui est dilaté, qui est légèrement hypertrophié, mais pas beaucoup, mais surtout il est dilaté. Ça, c'est une image figée, mais qui montre une bicuspidie aortique avec un raphet qui est en situation left-right, donc un type 1. Et on voit ici la lyasine qui commence au niveau de cette membrane, mais sans sténose significative, on va le voir tout à l'heure. Mais avec une fuite quand même qui est assez parlante, la fuite aortique. Donc, vous voyez que la fuite aortique elle est assez prononcée. Là, c'est le rayon de Pisa de la fuite aortique. Et quand on calcule la surface de l'orifice régurgitant, elle est à 0,4 cm² avec un volume régurgitant qui est à 68 millilitres, donc qui témoigne d'une fuite aortique importante. Donc un effet télédiastolique qui est très significatif à 0,41. Et quand on se met aussi en position de l'aorte abdominale ici, on est sur l'aorte abdominale, vous voyez qu'il y a un effet télédiastolique aussi qui arrive jusqu'au niveau de l'aorte abdominale, ce qui signifie que la fuite aortique est très significative. Donc, encore une fois, cette membrane qui a 12 mm de la valve aortique, là encore, 12-13 mm. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc cette membrane n'est pas très sténosante. On a un gradient max qui est à 24 mm de mercure. Donc, l'anneau aortique, il est à 23 mm. Et les mesures de l'aorte qu'il faut faire systématiquement sont dans les limites de la normale. Et comme a dit tout à l'heure Dr Jalal, il faut absolument checker la valve mitrale. Quand on a une sténose sous-aortique, quand on a une bicuspidie, il faut absolument voir la valve aortique, voir s'il n'y a pas de membrane supra-mitrale et voir s'il n'y a pas de cœur triatrial, c'est important. Donc ici, on est en suprasternal, l'aorte horizontale et descendante. Vous voyez que l'aorte ici, elle est de petite taille. Ça, c'est le départ de la sous-clavière gauche. Et quand on met la couleur, on n'a pas l'aspect qu'on a eu tout à l'heure avec ce bébé d'une coarctation typique. Vous voyez qu'il y a un aspect de butée, un mouvement de butée sur cette zone de l'isthme. Et à aucun moment, on a pu avoir, donc on a une accélération du flux sur l'isthme de l'aorte. Vous avez un gradient de pression qui est à 53 mm de mercure, mais il n'y a pas ce prolongement diastolique du flux antérograde au niveau de l'isthme de l'aorte.
Alors, en résumé, 37 ans. Très peu symptomatique, ce monsieur. Il n'y a pas de différence significative en termes de pression artérielle membre supérieur, membre inférieur. Les poufs fémoraux sont perçus. Je vous, je vous présente le cas comme je l'ai vécu avec un ami il y a 2 semaines. Et voilà, donc on a une bicuspidie de type RL avec une fuite aortique qui est très importante, avec une présence de membrane sous-aortique mais qui n'est pas sténosante. Et on a une aorte ascendante qui est de bon calibre. Et on a ce gradient de pression au niveau de l'isthme de l'aorte qui a 53, mais sans composante diastolique. Le VG est dilaté avec une bonne fonction systolique. Alors la question, c'est que faire? Alors, est-ce que avec ce gradient, je crois que la discussion, dans ce cas, pour aller un peu plus vite, la discussion, elle ne va pas tourner autour de la valve aortique. La valve aortique est très fuyante, elle est malade, elle dilate le ventricule gauche, donc on est tout à fait d'accord. Maintenant, la discussion, elle va se porter sur cet isthme de l'aorte. Est-ce qu'on est devant une coarctation de l'aorte? Est-ce qu'il n'y a pas de coarctation de l'aorte? On a vu qu'un certain nombre de paramètres. Est-ce qu'il faut explorer faire d'autres explorations pour avancer. Donc là, on a opté, donc on l'a discuté, on a opté pour un angioscanner et on a trouvé qu'il n'y avait pas de coarctation de l'aorte, mais il y avait une sorte de kinking de l'aorte, donc un aspect en siphon comme ça. Et vous voyez sur cette coupe qu'il n'y a pas de coarctation serrée, il n'y a pas de sténose au niveau du kinking, mais il y a cet aspect un petit peu en siphon donc, on est devant un patient qui a une bicuspidie avec une fuite importante qui retentit sur le VG, et on a un kinking de l'aorte euh, sans trop de retentissement. Il y a de l'hypertension artérielle qu'on n'a pas démontré au Holter par la suite. On s'est retrouvé avec une tension normale. Et donc, que faire encore une fois? Alors, est-ce que tu es d'accord, docteur Jalal, pour faire un scanner chez ce patient-là? Oui, ce cas me dit quelque On chose va en effet. pas, on va pas se lancer sur une chirurgie ou sur un cathétérisme directement. Tu es d'accord? Non, non, le scanner est trop contributif pour s'en passer. Et le cas est suffisamment complexe pour avoir aucune zone d'ombre avant de se jeter sur le patient. Donc, il y a un gradient tensionnel, il y a une HTA, il y a un gradient tensionnel limite, mais il n'est pas Limite. zéro. Il y a une HTA, il y a une cardiopathie gauche, donc il y a quand même toutes les raisons que l'aorte soit malade et on ne voit pas suffisamment en échographie, donc il fallait faire ce scanner de manière totalement certaine. Est-ce qu'il faut faire un geste sur l'aorte? Très honnêtement, je serais curieux de présenter ce cas en staff médico-chirurgical parce que même si on n'a pas tous les critères, on est quand même sur une lésion ouais, qui a un kinking, donc c'est une tortuosité qui va amener à des turbulences et une accélération et un gradient tensionnel qui font que la perfusion, notamment rénale, lors de la chirurgie sous CEC, elle peut être extrêmement complexe. Et on a eu le cas d'une patiente qui avait une hypoplasie ischmique qui n'était pas une coarctation qui a été opéré d'un Roscono et qui a fini dialysé parce que, avec une nécrose tubulaire aiguë, parce que le rein n'a pas été monitoré. C'était il y a très très longtemps, hein, mais je me souviens, hein, le rein n'avait pas été monitoré pendant la CEC. En tout cas, il n'y avait pas eu de NIRS rénale ou de la partie inférieure du corps et ça a été très très compliqué. Donc voilà, un geste prophylactique préopératoire peut se discuter pour simplifier la Quand tu dis chirurgie un geste prophylactique opératoire sur l'aorte, hein. pour l'aorte, Ouais. Mais je veux dire que ça doit être balancé par le fait que cette lésion, elle est complexe et que le résultat d'un stenting, c'est pas comme si c'était une sténose, hein. oui. Donc voilà, c'est une discussion ouverte. Je pense que on peut laisser les choses telles qu'elles sont, mais ce qu'il faut, c'est que pendant la chirurgie, vraiment monitorer le bas du corps. Voilà. C'est quelque chose qui va être crucial parce que ça peut être le piège. Voilà.
Et pour la chirurgie de cette valve aortique, alors on en a discuté avant. Est-ce qu'on met un remplacement valvulaire aortique ou une intervention de Ross chez ce jeune de 37 ans? Alors, il y a des pour et des contre. Alors, je pense qu'il faut réséquer bien sûr la membrane sous-aortique. Ça, c'est indispensable, même si elle n'est pas euh, sténosante. Et puis, sur la valve, alors, en faveur de l'intervention de Ross, c'est éventuellement de mettre une homogreffe sur la voie pulmonaire qu'on peut éventuellement par la suite valver et mettre parfois une valve ou des trucs comme ça. Donc, tu connais mieux que moi. Le souci au Maroc, c'est qu'on n'a pas d'homogreffe, on n'a pas de banque d'homogreffe. Et donc, on a des tubes Contigra. Et donc, vu son âge, je pense que on va le proposer beaucoup plus pour un remplacement valvulaire aortique mécanique. Qu'est-ce que tu en penses? Décision assez lourde. Bah, t'as tout dit, mais à 35 ans, une valve, c'est toujours embêtant. Une valve mécanique, hein, j'entends. Est-ce que tu penses qu'il y a une placie possible de cette valve en fonction du Non. mécanisme de la fuite? On a pas mal d'expérience et de littérature là-dessus. Et c'est vrai que ça peut être une alternative à discuter, même si c'est toujours complexe dans des bicuspidies voilà, telles que tu l'as montré. J'imagine que tu connais ça mieux que J'ai moi. pas pris des images en dynamique, mais en petit axe, on voit très très bien que les feuillets sont rétractés, donc il n'y a pas de hauteur de coaptation, il n'y a pas de zone de coaptation suffisante. Donc ça va être un peu compliqué de plastifier cette. De toute façon, c'est à discrétion du chirurgien, bien sûr. RVAO versus Ross, moi je dirais Ross, mais il faut que ce soit possible. Si c'est pas possible d'avoir un substitut au niveau de la voie droite, euh, bah, c'est RVAO et voilà, malheureusement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors attends, je regarde. Est-ce que ces fuites sont décelables à l'âge fœtal? Pétales? Ouais. Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais La non, réponse, ces valves qui sont bicuspides sont le plus souvent, donc c'est une évolution dans le temps, il y a une rétraction, il y a de la fibrose avec le temps, ils peuvent même se calcifier avec le temps. Et une fuite de ce type-là au stade fœtal, ça va pas au bout, malheureusement. C'est quelque chose de trop grave, hein. Si en intra-utérin, vous avez une fuite de haut grade, en général, c'est des morts fétales in utero. Euh, voilà. bien, alors il nous reste encore 15 minutes. Alors 8 ans, hypertension artérielle, moment supérieur à 153 sur 75, et une tension artérielle qui est imprenable au membre inférieur avec de l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG1. C'est très important et qu'il faut regarder bien l'ECG parce que ça peut aussi euh, nous orienter vers le diagnostic, hein. Alors, vous voyez un petit peu ce ventricule gauche qui est hypertrophié, qui fonctionne normalement. Euh, il n'y a pas de sténose sous-aortique. Il n'y a pas de problème au niveau de la valve mitrale, visiblement. La valve aortique, elle est tricuspide. Quand on se met en petit axe, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça c'est l'aorte en petit axe. Ça c'est l'artère pulmonaire avec l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Et vous voyez qu'il y a un aliasing au niveau, à l'origine des deux artères pulmonaires. Et quand on se met en suprasternal, donc vous avez l'aorte horizontale, l'aorte descendante, et par moment, vous voyez qu'il y a un petit liseré ici qui passe, donc qui témoigne d'une coarctation qui est hyper serrée. Mais en même temps, il y a un autre flux qui est aliasé sur l'origine de l'artère pulmonaire gauche. Alors, encore une fois, un petit peu le même aspect. Vous voyez ici, là, ce n'est pas les images qui sont évidentes de coarctation de l'aorte. Il faut vraiment
multiplier les incidences, essayer de jouer avec la sonde pour essayer de rentrer à l'intérieur, pour essayer de voir le maximum d'aortes descendantes, pour essayer de voir les coarctations parfois qui sont un peu basse situées. C'est tout à fait possible. Alors, on confirme un petit peu cette sténose qui est très serrée au niveau de l'isthme de l'aorte avec un gradient de pression à 77 millimètres de mercure. On se met au niveau de l'aorte abdominale et vous voyez que ce flux, comme a dit tout à l'heure Dr Jalal, le flux est démodulé au niveau de l'aorte abdominale. Ce n'est pas un flux typique pulsé. Et on se remet encore une fois en suprasternal et on dégage l'artère pulmonaire du côté droit ici, qui n'a pas l'air d'être très très sténosée. Par contre, donc là, c'est encore une fois l'artère pulmonaire droite ici. Ça, c'est la bifurcation. Et on se rabat sur l'artère pulmonaire du côté gauche, qui est là. Elle est plus petite que l'artère pulmonaire du côté droit. On met, voilà, elle mesure 4 millimètres. Elle est hypoplasique. Donc, cette aliasing qu'on retrouve encore une fois par voie suprasternale. Et quand on met la couleur, on est bien aligné sur l'artère pulmonaire gauche. On a un gradient de pression à 70 millimètres de mercure sur l'origine de cette artère pulmonaire gauche. Donc, en résumé, 8 ans, hypertension artérielle, coarctation située un petit peu à distance de l'origine de la sous-clavière gauche, avec un gradient très serré, une sténose de l'artère pulmonaire gauche aussi qui est serrée, une artère pulmonaire gauche qui mesure 4 millimètres, et une sténose sur l'artère pulmonaire droite qui est moins serrée, et un ventricule gauche qui est hypertrophié de bonne fonction. Alors que faire? Est-ce qu'on fait un angioscanner? Est-ce qu'il y a une indication, un cathétérisme diagnostic, je dirais, dans un premier temps, puis éventuellement un cathétérisme euh, interventionnel? Alors d'emblée, je vous dis que la maman a refusé tout geste, qu'il soit chirurgical ou interventionnel, mais ça mérite quand même, c'est une observation que j'ai trouvée intéressante, qui mérite une discussion. Surtout, on a la chance d'avoir avec nous Dr Jalal. Alors, première question, est-ce qu'on fait un angioscanner? Moi, personnellement, j'aurais dit oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et qu'est-ce qu'en pensent les amis s'ils veulent chatter? Magnifique, magnifica, Saïd, hein. C'est des images chouettes, superbes même qu'on voit. Et c'est pas commun. Oui, évidemment, j'aurais fait un scanner pour évaluer la coarctation qui fait aucun doute, hein, mais pour mieux la voir, je dirais. Et un scanner de l'aorte parce que elle est génétique, cette patiente, elle a une tête de On n'est pas Williams-Sonborn ou syndromique, pas? non. On n'est pas syndromique, non. Parce que des sténoses étagées, voie droite, voie gauche, c'est quand même pas commun en dehors des anomalies génétiques. Et donc le scanner permettra aussi de voir ça, parce que s'il y a quelque chose d'isolé, on peut proposer facilement 8 ans, je sais pas combien elle pèse, mais ça va le faire pour la traiter par voie endovasculaire sur l'aorte. Sur les artères pulmonaires, on peut tout faire, il y a pas de souci, mais il faut savoir l'extension en fait de ces lésions. Tu vois, focale, disséminée, diffuse, en chapelet. Oui. C'est un cas qui n'est pas commun, donc à mon avis, ça mérite plus d'investigation. Et ensuite, les possibilités thérapeutiques, elles seront en fonction de ça. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de prise en charge possible, enfin, que la famille refuse la prise en charge parce que c'est une patiente très, très grave en fait à son âge. Ouais. Ça fait 4 ans que je la suis. À chaque fois qu'elle vient, on essaie un petit peu d'insister, mais la réponse est toujours non. Donc, tu es d'accord pour faire un angioscanner, pour faire un cathétérisme, d'accord, pour injecter dans la horte, pour injecter aussi dans les artères pulmonaires. Ça va être un cathé droit et gauche. Ouais, non, si on la met au cathé, c'est pour traiter des lésions. Le scanner permettra de tout voir. L'écho, elle est déjà super. L'hémodynamique, on peut vraiment bien l'évaluer de manière non invasive. Donc, si on la met au cathé, à mon avis, c'est pour lui traiter sa coarctation, parce que son HVG, elle est déjà quand même conséquente et elle a que 8 ans. Donc, il faut absolument lever l'obstacle. Euh, les AP, il faudra voir, mais non, c'est un cathé interventionnel pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas? Euh,
Je pense que l'IA sous-estime le gradient. Ah mince, c'était pour le cas précédent, mais c'est une question qui a été posée plus tard. Je ne pense pas qu'il y ait de questions sur ce cas, Saïd. Ok. Ben, sinon, on peut enchaîner avec... Oui, ça c'est un cas qui est intéressant aussi, que j'ai trouvé intéressant pour partager avec vous. 2 ans et 8 mois, 2 ans et demi, il n'y a pas de signe fonctionnel, il a un gros souffle systolique, il a des pouls fémoraux qui sont perçus mais qui sont faibles, une saturation qui est limite, et un différentiel de pression entre membre supérieur et membre inférieur qui est aux alentours de 33 millimètres de mercure. Donc là, on a une CIV que vous voyez très bien avec un mal-alignement de l'aorte par rapport au septum interventriculaire, un déplacement du septum conal en antérieur et peut-être une membrane sous-aortique à ce niveau-là. Donc là, on voit très bien que la CIV, elle est très large. C'est une CIV périmembraneuse, peut-être étendue un petit peu à la voie de chasse, mais elle est très large. Elle fait 15 millimètres de diamètre, avec un shunt qui est purement gauche-droite, et un gradient de pression sur le shunt, sur les CIV, qui est à 18 millimètres de mercure, ça veut dire un gradient qui est faible, c'est-à-dire que la pression dans le VD, elle est élevée. On va voir pourquoi est-ce qu'elle est élevée. On se rabat sur l'aorte, on voit qu'il y a un aliasing au niveau de l'isthme de l'aorte, au pied de la sous-clavière gauche. L'aorte descendante, elle est de petite taille quand on la compare avec l'aorte horizontale. Et on retrouve cet aspect de coarctation de l'aorte isthmique à 39 millimètres de mercure avec cette composante diastolique. Toujours la même chose, moi je le fais systématiquement, je vous invite à le faire. Ça aide parfois quand la coarctation, on ne la voit pas très bien à l'écho transthoracique par voie suprasternale. Parfois, rien que sur la base de cette aorte abdominale qui est démodulée, on peut penser qu'il peut y avoir une coarctation de l'aorte. Deuxième chose, la coarctation, elle peut être parfois basse située et elle est difficile d'accès à l'écho. Et donc, ça peut être un élément intéressant pour soupçonner une coarctation de l'aorte. Donc, comme a dit tout docteur Jalal tout à l'heure, donc il faut toujours regarder la valve mitrale. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle n'est pas malade? On voit que le feuillet postérieur il est légèrement rétracté et qu'il n'y a pas de membrane supramitrale. Le gradient moyen sur la valve mitrale, il est à 5 millimètres de mercure. Peut-être qu'il y a une petite sténose, mais qui n'est pas très serrée du tout. Et puis, quand on se met sur cette valve aortique, vous voyez qu'il y a 3 feuillets, mais que cette commissure entre le feuillet, entre la sigmoïde gauche, antéro-gauche et antéro-droite, vous voyez qu'elle est partiellement fusionnée. Donc, ça peut rappeler un raphet médian. Donc, je voulais vous montrer un petit peu cette image. Donc, encore une fois, il n'y a pas de sténose sur cette voie aortique. Et quand on se met sur la valve tricuspide, vous avez une vitesse à 5 mètres secondes avec une pression dans le VD qui est à 104 plus 10, ça fait 114 millimètres de mercure. Et quand on n'a pas de sténose pulmonaire pour les jeunes, donc cette pression pulmonaire cette pression du VD en systole est exactement la même que la pression en systole dans l'artère pulmonaire. Donc, cet enfant de 2 ans et demi qui a une différentielle de tension, qui a une CIV qui est très large, qui a l'équivalent d'un syndrome de Shawn avec une coarctation de l'aorte, une hypoplasie de l'aorte descendante, une valve aortique tricuspide, mais avec une sorte de soudure à la base de la commissure gauche-droite, sans fuite aortique. Il y a une membrane sous-aortique non sténosante, pas de RM significative, une bonne fonction systolique du VG, et une très forte hypertension artérielle pulmonaire avec des pressions pulmonaires à 115 millimètres de mercure. Alors, je voulais vous montrer sa radio, qui a quand même une énorme cardiomégalie avec de l'hypervascularisation.
Il y a une CIV qui est très large, il y a cette coarctation de l'aorte. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une place allongée au scanner? Personnellement, je ne pense pas, euh, parce qu'il ne va pas apporter un plus dans le diagnostic essentiellement de la coarctation de l'aorte. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une place au cathétérisme cardiaque vu cette très forte hypertension artérielle pulmonaire? On est à 2 ans et demi. On a cette radio, souvenez-vous de cette radio, énorme cardiomégalie avec de l'hypervascularisation. Ou est-ce qu'on va l'opérer directement? Donc, c'est des questions qui sont un petit peu provocatrices. Mais moi, personnellement, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Euh, je ne sais pas ce que tu aurais fait, docteur Jalal, à Bordeaux. Est-ce que vous l'auriez opéré directement de sa coarctation de l'aorte et fermé la CIV? Ou est-ce que tu aurais fait quand même un cathétérisme avant? Encore un super cas. Obstacle étagé du cœur gauche avec large CIV. C'est quand même des patients les plus graves. Néanmoins, la taille de son cœur et sa radio me fait dire que ça débite encore tellement que les résistances sont basses. Donc, je, je pense que l'opérer directement, c'est pas prendre un risque énorme. Après, comme tu le sais, nous, on a un système de soins où le cathétérisme est facile et en termes de coûts amortis par la famille. On aurait fait un cathé pré-op, mais franchement, tu vas nous donner l'issue, mais je pense que ça va. On peut raisonner nécessairement sans le cathé sur ce cas. Bon, j'ai opté pour la prudence, pour être honnête avec vous, et j'ai fait un cathétérisme cardiaque. euh, bon, où on voit très très bien ici cette coarctation qui est hyper serrée au niveau de l'isthme, qui est localisée, donc un type d'un diaphragme. Et le cathétérisme a montré un QPQS qui est augmenté, des pressions pulmonaires qui étaient élevées avec une pression moyenne à 34 mm de mercure, de l'hypertension artérielle postcapillaire, avec avec une POG qui est à 19, et puis des résistances vasculaires pulmonaires qui sont basses, à 2 unités Wood par mètre carré, une coarctation très serrée et un retour veineux azygos. Il y avait un retour veineux azygos qu'on avait vu à l'écho. Euh, donc, je crois que tu es d'accord, c'est une bonne nouvelle, comme tu as laissé présager. Donc, cet enfant, on lui a fermé sa CIV, on a fait la résection de la membrane sous-aortique, pardon, et une coarctectomie. Et voilà, donc j'avais prévu, j'ai les images post-opératoires qui sont avec un très très bon résultat. Donc il n'y a pas de gradient sous-aortique, il n'y a pas de CIV résiduel et on a une très belle reconstruction de l'isthme de l'aorte. Et les pressions, la bonne nouvelle, c'est que les pressions pulmonaires se sont complètement normalisées en quelques jours après la chirurgie. Bah, bravo, ouais, on pouvait l'imaginer, peut-être petit doute sur la mitrale qui aurait pu parler en post-op, mais finalement, c'est pas le cas, donc c'est parfait, ça s'est passé comme dans un rêve. Et elle a eu de la chance, cet enfant, voilà, d'être prise en charge aussi bien et avant qu'il soit trop tard, je dirais. Donc c'est chouette, ouais. Bravo. Voilà, il est quelle heure? Bon, il est l'heure, je crois. Il est l'heure. Ben, est-ce qu'il y a des questions encore ou non? Alors, je regarde. Bah, il y a quelqu'un qui te souhaite bravo, Hassan Bakali. Voilà, qui te dit bravo, Saïd. Ben, Je me joins à merci. lui. Je me Ben, joins merci. à lui pour ta magnifique présentation qui a balayé tout un panel de situations avec une iconographie sublime. Donc, bravo, ouais. Mm. Ben, écoute, merci à toi.
encore une fois, que tu nous as épatés avec des images sublimes, avec un topo juste magnifique. On te remercie, hein, tout simplement d'avoir partagé avec nous ça, hein. C'est des images qui sont exceptionnelles, exceptionnelles. Et on ne te remerciera jamais pour ça, hein. On ne te remerciera jamais assez. Docteur Avec, Jalal est notre ami, est notre frère, et il est toujours disponible. Jamais, jamais on l'a sollicité, que ce soit lui ou que ce soit toute son équipe, hein. Et je le dis, toute l'équipe de Bordeaux de cardiologie pédiatrique nous ont toujours aidés, nous ont toujours euh, accompagnés dans des missions, dans des congrès. Et encore une fois, un grand merci, docteur Jalal. avec Merci. plaisir, quand vous voulez, quand vous voulez. Et puis, je voudrais remercier l'assistance qui était nombreuse malgré le gag de l'Internet. Vous étiez très nombreux à nous accompagner. Merci pour votre fidélité. Merci, Younes, de nous avoir accompagnés pour ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain avec avec un nouveau cours. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.